Salut les bouseux. Pour aujourd'hui, je vous propose de nous pencher sur plusieurs éléments appuyant l'idée que les dénonciations publiques font du tort aux victimes. Pas le temps de niaiser, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Suite à une dénonciation publique, la plaignante perd tout contrôle sur son récit. Que ce soit pour lui nuire ou au contraire la défendre, le récit de la plaignante sera modifié sur la place publique. Entre le bouche à oreille, les médias médiocres et autres opportunistes, des détails seront grossis, tandis que des éléments importants seront ignorés et certaines personnes ne se gêneront pas pour inventer. Votre histoire personnelle, intime, est ainsi reléguée au rang d'une œuvre de fiction, un divertissement, un drama, sur lequel les gens débattent en déformant l'histoire comme ça les arrange. Il n'y a pas besoin de développer pour comprendre la violence d'une telle situation, la victime se retrouve ainsi dépossédée de son propre vécu. De plus, une victime qui dénonce publiquement va forcément se retrouver entourée de gens qui vont la soutenir. Si le soutien moral est toujours nécessaire et agréable, cela ne signifie pas qu'il conduit forcément dans la bonne direction. Si vous considérez qu'une victime est une vraie victime, il s'agit alors d'une personne sous le choc, vulnérable, qui risque de mal s'entourer et qui aura tendance à préférer entendre ce qui la rassure plutôt que la vérité. La manie de ne pas remettre en question le ressenti de la victime et ses conclusions a pour conséquence de la conforter, sans pour autant avoir la certitude que ce confort psychologique apparent et immédiat soit bien cohérent avec la réalité des faits et ses besoins. A l'inverse, même sans être victime de violence d'ailleurs, une personne qui se sent mal et qui est vulnérable peut se retrouver entourée de gens qui vont la persuader qu'elle a été victime de violence et qu'elle doit s'en rendre compte au nom de la cause. Pour ça, je vous renvoie au texte de Clémentine Morrigan, des liens sont en description. Il y a bien sûr des gens qui vont orienter la victime par intérêt personnel, pour nuire à quelqu'un qu'ils détestent, s'ils ont un intérêt à pourrir l'accusé, ou encore pour se donner une bonne image. Ce fut le cas par exemple de Sandrine Rousseau, qui a soutenu les accusations farfelues d'une ex-compagne de Julien Bayou, le rendant responsable de 2 tentatives de suicide à partir de rien, alors que Sandrine Rousseau a un intérêt personnel à exclure politiquement un homme qui est un adversaire au sein de leur parti. Ce fut également le cas pour l'affaire Antoine Daoust, un fact-checker ciblé par Idriss Aberkane notamment, qui s'est servi d'accusations de violence conjugale bidon. Parfois la plaignante est complaisante dans l'invention ou l'exagération des violences, parfois non, mais dans tous les cas, il y a une influence extérieure orientée, pour ne pas dire malveillante. De façon plus subtile, on pourra trouver des soutiens par intérêt sous d'autres formes, comme des gens qui vont chercher une justice par procuration. C'est le cas de femmes qui ont été victimes de viols et qui n'ont jamais pu dénoncer leur violeur. En soutenant une autre femme qu'elles, elles vont voir dans son combat un moyen de gagner le leur par procuration, à la manière d'un parent qui pousse son enfant dans des études qu'il n'a jamais pu faire lui-même. On comprend aisément que cette justice par procuration, qui se drape parfois dans le prétexte de la sororité, alors qu'il s'agit d'un comportement égoïste, n'est pas dans l'intérêt de la plaignante, car ce n'est pas son intérêt qu'on défend, c'est le nôtre. On poussera alors la plaignante dans une voie qu'on aurait aimé prendre, mais qu'on n'aura pas à assumer. Sur la place publique, mais aussi en privé, la plaignante va raconter son histoire, s'en défendre, se justifier, le tout sans aucun contrôle de professionnels de santé. D'un point de vue thérapeutique, c'est très mauvais, car cela va alimenter la souffrance psychologique. D'une certaine manière, la plaignante ne fera que revivre continuellement son expérience de violence. Je vous mets un lien dans la description à ce sujet. En outre, plus la plaignante va raconter son histoire à des gens qui n'ont aucune compétence pour l'entendre, et plus elle risque de modifier ses souvenirs. Interroger une victime présumée, tout comme le suspect d'ailleurs, cela nécessite une formation pour éviter de parasiter sa mémoire, de créer des faux souvenirs. La moindre question orientée, que ce soit pour culpabiliser ou justifier, va impliquer une corruption de la mémoire. Le témoignage public va totalement à l'encontre d'une méthode rigoureuse d'écoute de la plaignante. De plus, la plaignante se retrouvera piégée dans une escalade d'engagement où tout recul sera considéré comme une hypocrisie ou encore de la trahison. Il est permis à la victime d'aller toujours plus loin dans les accusations, de parler de violences psychologiques qui deviennent des violences conjugales, avant de dénoncer une agression sexuelle qui deviendra finalement un viol. C'est acceptable, on va considérer qu'il est normal de se rendre compte petit à petit de la gravité de ce qu'on aurait vécu, mais l'inverse non. Une plaignante qui dénonce un viol pour ensuite dire qu'il s'agissait plutôt d'une agression sexuelle en fait, et que finalement, bon, c'était un malentendu, un problème de communication, elle sera perçue comme quelqu'un qui se rétracte, qui change sa version, on ne pourra plus lui faire confiance.
Amoindrir ces accusations sera considéré par ses détracteurs comme la preuve qu'elle n'est pas fiable, qu'elle a menti, tandis que ses soutiens s'éloigneront d'elle car ils se sentiront trahis. Peut-être même iront-ils jusqu'à nier sa nouvelle version en prétendant qu'elle est manipulée par son agresseur ou que c'est à cause de la pression sociale. Bref, on justifiera l'escalade d'engagement. Dans un cadre rigoureux, accentuer ou amoindrir sa version des faits peut être compris dans un sens comme dans l'autre, on peut l'expliquer, le contextualiser et l'accepter. Mais sur la place publique, la plaignante est piégée. Elle sera obligée d'aller toujours plus loin et de toujours plus radicaliser ses accusations. En l'absence de tout encadrement, la plaignante construira alors un récit qui, petit à petit, risque de s'éloigner de la vérité, ce qui d'une part lui sera nuisible pour se reconstruire ou se remettre en question et donc avancer dans la vie, mais d'autre part, son récit alternatif ne correspondra plus aux faits réels ou pourrait même être devenu complètement incohérent ou peu crédible, ce qui pourrait lui être reproché lors d'une enquête. Pousser une plaignante à se considérer victime de violences psychologiques, sexuelles ou d'emprise alors que ce n'est pas le cas, cela implique de l'empêcher de se remettre en question pour de bonnes raisons et c'est donc antithérapeutique. Mais cela implique aussi de la discréditer lorsque des professionnels se pencheront sur son dossier. Car souvent dans les dénonciations publiques, la plaignante va produire un récit sans considérer que ce récit pourrait être utilisé contre elle devant un tribunal ou dans le cadre d'une enquête. Il me semble évident que la plupart du temps, les dénonciations publiques ne sont pas relues par un avocat. Car d'une part, si on fait appel à un avocat pour ça, alors autant porter plainte directement. Et d'autre part, je doute que beaucoup d'avocats aient envie de participer à cela. Les avocats dotés d'un minimum de professionnalisme ont plutôt tendance à conseiller aux gens de se taire pour ne pas dire de conneries. Ainsi, on se retrouve avec un témoignage gravé dans le marbre et qui n'a pas fait l'objet de vérification par un avocat. Un tel témoignage peut donc devenir à charge s'il se retrouve dans la main des magistrats, et pire s'il est confronté à une déposition qui pourrait être différente, atténuant ainsi la crédibilité de la plaignante. Enfin, vous conviendrez aisément que les magistrats n'aiment pas trop les tribunaux populaires. Si la victime fait appel à l'opinion publique avant de porter plainte ou avant d'avoir à s'en justifier dans le cadre de la loi, alors la victime partira avec un handicap face à la justice. Elle risquera d'être discréditée en présentant l'argument que la plaignante cherche à attirer l'attention et à se mettre en scène, car dans les faits, s'exposer sur la place publique est déjà une mise en scène. Dans les justifications à la dénonciation publique, on trouve souvent l'argument que porter plainte c'est trop dur pour peu de résultats. Pourtant, sur 100% de dépôts de plainte pour viol, il y a 15% de condamnation. On peut se dire que ce n'est pas suffisant, toutefois selon quels critères de référence, mais ce n'est pas non plus négligeable. Quoi qu'il en soit, d'un côté, on dit qu'il est difficile de porter plainte parce qu'on risquerait de recevoir les commentaires désagréables de 2-3 flics pas très finaux, mais on oublie cet argument quand il s'agit de dénoncer publiquement au risque de recevoir des milliers de commentaires bien plus violents, au risque des menaces ou du doxing. La difficulté psychologique à porter plainte n'est rien face à la difficulté psychologique à s'exposer sur la place publique. C'est quoi le pire? Parler de son intimité à quelques policières ou à une foule? Le chaos d'Internet est une violence bien supérieure pour les victimes par rapport au cadre strict de la justice, un cadre dans lequel des recours existent, contrairement à Internet. Pourtant, le choix sera fait de s'exposer sur la place publique. Il y a donc une incohérence derrière l'argument de la difficulté à porter plainte qui justifierait de dénoncer publiquement. Alors comment l'expliquer? D'une part, avec l'opinion publique, on va trouver du soutien pour compenser, alors que dans le cadre de la justice, la neutralité est censée être de mise, sans compter que pour pas mal de gens, cette institution inspire la crainte. La plupart des gens qui friment à l'idée de régler ça devant un tribunal n'y ont jamais mis les pieds, ou alors c'est des grands bourgeois. Il est vrai que les enquêteurs, les magistrats, les psychologues judiciaires ne sont pas là pour être vos potes, ils font leur travail. Le cadre institutionnel offre moins de liberté pour gérer son témoignage comme on l'entend, alors que sur la place publique, rien ne vous oblige vraiment à répondre aux questions gênantes. On ne va pas vous pousser dans vos derniers retranchements pour vérifier si vous vous arrangez pas un peu avec la réalité. Sur Internet, la question qui fait mouche, en 2 clics, on peut la faire disparaître. De plus, on va estimer que le risque de l'échec serait moindre. Si on expose quelqu'un publiquement et qu'on échoue, au pire, il suffit de disparaître d'Internet. Les gens passeront à autre chose au bout de 3 jours. Par contre, si on échoue devant la justice, on devra peut-être s'en justifier. Et il faudra disparaître d'Internet. Enfin, dans le cas des dénonciations malveillantes, on pense pouvoir causer plus de tort à l'accusé si on l'expose publiquement plutôt qu'en portant plainte. Dans le cadre de Balance ton porc, à ne pas confondre avec MeToo, mais on en reparlera un jour,
L'incitation à la dénonciation publique repose sur l'idée que le groupe social des femmes aurait à y gagner, mais avec pour conséquence de ne pas voir les plaignantes en tant qu'individus. Les femmes qui s'exposent deviennent alors une sorte de chair à canon, des guerrières interchangeables qui se ressemblent toutes et qu'on peut sacrifier pour la lutte. Leur sacrifice est alors vanté par leur courage, tout comme on vante le courage des mères de porter le foyer sur leurs épaules afin de normaliser cette situation. Rien ne prouve que ces dénonciations publiques ont un réel impact dans la lutte contre le sexisme, étant donné que le patriarcat n'est pas remis en question. Au contraire des femmes, les hommes accusés sont systématiquement individualisés. Ça peut être en leur faveur par l'empathie, comme ça peut faire d'eux des monstres qui ne sont pas le produit et le reflet de la société, mais juste des cas isolés. Le fameux prédateur sexuel. Sans compter évidemment le jeu de la hiérarchie sociale où un homme puissant aura plus de facilité à s'en sortir qu'un marginal. Beaucoup d'hommes, habituellement si prompts à appeler à la présomption d'innocence et à dénoncer les excès féministes, l'oublient rapidement quand l'accusé n'est pas assez blanc. La chasse aux patrons voyous n'est pas plus anticapitaliste que la chasse aux pervers est antisexiste. Dans les deux cas, il ne s'agit que d'une moralisation du système en excluant des boucs émissaires, ceux qui sont trop fragiles, ceux qui se sont fait prendre la main dans le sac, ou encore ceux dont on peut se débarrasser car ils sont en fin de carrière. Tout ceci sans qu'il n'y ait de remise en question de l'organisation de la société. Par contre, il est certain qu'à l'échelle individuelle, les plaignantes prennent très cher et se retrouvent dans des conditions antithérapeutiques, pour ne pas dire qu'elles sont sacrifiées sur l'autel de la cause supérieure. Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Vous pouvez me soutenir sur Tipeee. Un lien est dans la description. Allez, salut les bouseux.